Et pour ce séminaire, justement, je voulais commencer avec l'une des plus grandes institutions actuelles que l'on a en France, qui est celle de l'école, celle qui techniquement forme le plus d'individus, qui est en contact avec le plus de personnes. Au niveau du gouvernement, c'est vraiment l'idée d'on va étudier ceux que dans cette institution met le plus souvent en faillite et fragilisent le plus le gouvernement, qui sont justement les situations éthiques. Et techniques, ça va être toutes celles effectivement qui ont rapport à la façon de gérer des situations éthiques complexes. Et pour que ce soit très concret, ce dont je vais parler, je vous propose de commencer par une situation. Mettez-vous dans l'histoire. Juliette est nerveuse ce soir. Elle est enseignante au primaire et rencontre, encore une fois, les parents d'une élève de sa classe, Naïma. Naïma est sur le spectre de l'autisme, ce qui cause beaucoup d'inquiétude à ses parents. Pourtant, ce soir, en commençant la rencontre, les parents semblent étrangement optimistes. En effet, ils informent Juliette qu'ils ont commencé une diète sans gluten, sans lactose et sans caséine pour leur fille Naïma, à la suite d'une recommandation de parents d'un groupe d'entraide. Il existerait un livre qui prétend que l'on peut guérir l'autisme en suivant ce régime, et ils veulent tenter leur chance avec Naïma. Ils demandent donc à Juliette de s'assurer que Naïma ne mange que le contenu de sa boîte à lunch, sa boîte à goûter. Ne sachant pas trop quoi répondre, et ne connaissant pas ce livre, Juliette accepte la demande des parents avant de conclure la rencontre. Cependant, au fil des semaines, Juliette constate que Naïma mange de moins en moins et maigrit à vue d'œil. Le contenu des boîtes à lunch est de plus en plus restreint et Juliette commence à craindre pour la santé de son élève. Elle décide de contacter par téléphone les parents pour les informer de ses observations et de ses inquiétudes, bien qu'elle leur précise qu'elle n'est ni médecin ni nutritionniste. Malheureusement, les parents de Naïma ne montrent que peu d'ouverture et au contraire semblent encouragés par quelques petits changements de comportement chez leur fille. Juliette raccroche le téléphone un peu sous le choc. Après plusieurs jours d'hésitation, elle consulte la psychoéducatrice, donc la psychologue scolaire de l'école, qui, débordée, écoute rapidement le résumé de Juliette et lui conseille de faire un signalement à la DPJ, donc ici serait la PJD pour la France par exemple, pour la protection des mineurs, pour dénoncer la situation. Juliette retourne dans sa classe, incertaine de la démarche à suivre. Et vous, si vous étiez Juliette, qu'est-ce que vous feriez dans ce genre de situation ? Deuxième situation. Nour est une jeune fille de 11 ans. Elle pratique cette année pour la première fois le ramadan. C'est une élève travailleuse et agréable, mais ses résultats scolaires restent faibles. Elle avoue à son enseignante, Karine, que cette période de jeûne l'inquiète. Karine perçoit assez rapidement que Nour est nerveuse à l'approche des évaluations qui clôturent cette période scolaire. Karine en a parlé aux parents de Nour, mais ces derniers insistent pour qu'elle s'oblige au jeûne. De plus, Nour n'est pas la seule élève de l'école à faire le ramadan cette année, et ses élèves s'encouragent et se surveillent entre elles et eux. Au bout de 2 semaines, Karine constate que Nour a de plus en plus de difficultés à se concentrer et qu'elle commet de plus en plus d'erreurs d'inattention. Elle se sent faible et s'endort parfois sur son bureau. Karine pense que ce jeûne a un effet négatif sur la santé et les résultats scolaires de Nour. Elle décide alors de rencontrer les parents de Nour et la direction de l'école afin de leur expliquer que ce jeûne peut conduire leur fille à l'échec à un moment important de l'année. Malgré les mauvais résultats scolaires de Nour aux dernières évaluations, ces derniers restent inflexibles. 3 semaines se sont écoulées, il ne s'est rien passé de nouveau. Et la direction d'école a d'autres problèmes à gérer pour l'instant. Nour demande souvent à Karine de lui donner la permission de boire, mais fièrement, elle ne lui demande jamais rien à manger. Karine ne sait plus si elle doit respecter la demande des parents ou si elle doit s'assurer des besoins de Nour. De plus, le soir, en corrigeant les copies de ses élèves, Karine se rend compte qu'elle hésite dans sa correction de la copie de Nour. Doit-elle se montrer plus indulgente, compte tenu de la situation ? Ou doit-elle évaluer tout le monde de la même façon ? Il commence à être tard, Karine regarde son stylo rouge et ne sait plus quoi faire. Et vous, si vous étiez à la place de Karine, qu'est-ce que vous feriez ? Je vous partage ces situations parce que ici c'est Nour, c'est Karine, c'est Annabelle et c'est d'autres personnes, même si le nom est changé et que
adaptées à un contexte pédagogique. Ces personnes existent et ces situations que je vous ai décrites ont existé, existent et existeront encore tant que l'institution scolaire existera. Donc ça pourrait arriver à n'importe quel enseignant. Et on les retrouve, ces petites situations, on les retrouve souvent dans les oraux, dans le 3e oral du concours pour former les enseignants au primaire et au secondaire, agir en fonctionnaire de la République. Et ma question, moi en tant qu'enseignant qui forme justement ces futurs enseignants au primaire et au secondaire, c'est comment je vais les former à cela. Donc il s'agit véritablement d'une éducation à l'éthique professionnelle, où je trouve assez peu de cadres théoriques, dans l'histoire de la philosophie, assez peu de cadres théoriques en philosophie morale qui me semblent pertinents. Voilà, et en plus, je n'ai pas forcément besoin de théorie, de doctrine pour me dire quoi faire à chaque fois, mais plutôt de prendre d'abord le pas de recul, de savoir qu'est-ce que je dois voir, qu'est-ce que je dois évaluer. Avant de prescrire, d'abord diagnostiquer. Et c'est pourquoi l'objectif ici que je voulais vous présenter, de travail que je vous présentais, c'est une partie d'un objectif plus général de réfléchir à comment former un nouveau cadre théorique pour penser cette réalité-là, pour former ces enseignants et nous aider à penser ces situations. Donc bien sûr, c'est inspiré de ce que je connais par rapport au pragmatisme et à l'interactionnisme, mais ici c'est vraiment l'idée de se demander quel est l'objet de l'éthique. Ce ne sera ni l'âme des personnes, ni leur conscience morale, ni non plus aussi les grandes structures ou les grands réseaux de pouvoir qui traversent les sociétés. Mais c'est plutôt de se demander comment apparaissent et comment s'incarnent ces questions éthiques dans la vie de tous les jours. Et mon postulat de base, le tout premier, c'est de dire que l'éthique pour penser l'éthique de façon utile, ça va être de d'abord penser les situations. Et une fois qu'on pense les situations, penser celles qui sont problématiques. Et une fois qu'on a pensé celles qui sont problématiques, penser celles qui sont éthiques. C'est pour ça que j'essaye de construire actuellement le concept de situation éthique problématique, CEP. C'est intéressant, mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que la notion de situation appartient à de nombreuses sciences humaines et sociales, dont la philosophie, mais c'est aussi une notion communément utilisée, un peu comme celle de l'enquête chez Dewey, pour ceux qui travaillent là-dessus, ceux et celles qui travaillent là-dessus. Et on l'emploie souvent de façon assez vague et sans définition précise. C'est pour ça que depuis quelques mois, je m'attelle à cette question de savoir comment est-ce qu'on définit une situation. Et inévitablement, c'est une tâche qui m'emmène dans le domaine un peu de l'ontologie. C'est notre façon de penser et de percevoir le réel. Même si ce n'est pas la finalité de mon propos, je dois faire, on va dire, un passage dans ce domaine. Et c'est pour ça, ici, dans le temps que j'essaierai de vous présenter la façon dont je peux concevoir la situation, à la fois comme une enclosure du réel que l'on construit, qui va permettre d'assembler tout un ensemble d'éléments pour la composer, pour la définir, et ensuite essayer de voir comment ces différents éléments peuvent s'articuler entre eux pour avoir une conception la plus riche possible de la situation. L'idée ici, c'est vraiment d'arriver à éclairer tous les éléments qu'on va qualifier d'internes dans le sens où ils appartiennent au sujet et d'externes dans le sens où ils appartiennent à la société où sont les sujets, qui composent la situation, pour essayer toujours d'être sur une ligne de crête, parfois difficile à tenir, entre ce qui va être de l'ordre de l'individu, ce qui va être de l'ordre du collectif, ce qui va être de l'ordre du subjectif et de l'objectif, de la conscience et du contexte. Bref. Ici, l'idée, c'est vraiment pas de réactualiser les vieux dualismes entre le sujet et le social, mais au contraire de les lier ensemble. Donc voilà un peu comment je perçois le projet de ce travail. Est-ce que ça va pour l'instant? D'accord. Oui. On aura des éléments quand même à la fin sur ce que tu dirais sur les deux situations en question. Absolument. Absolument. J'ai des idées. Et c'est effectivement, c'est très beau parce que la première question, c'est qu'est-ce que je dois répondre? Quelle est la bonne solution? Quelle est la bonne réponse? Et à chaque fois, il faut affronter la frustration du public, des étudiants, de dire il n'y a pas de bonne réponse parce que justement, ça dépend de la situation. Donc c'est pour ça qu'il faut bien travailler ça. Alors, pour penser qu'est-ce qu'une situation? Là, je pars d'un premier élément qui a été donné par John Dewey justement dans son ouvrage Logique, théorie de l'enquête, qui à partir de 1938 se stabilise et forme un peu son accroche la plus connue dans le domaine ontologique.
Il nous écrit ceci. Ce que désigne le terme situation n'est pas un objet ou événement isolé, ni un ensemble d'objets ou d'événements, car nous n'expériençons jamais ni ne formons jamais de jugement à propos d'objets et d'événements isolés, mais seulement en connexion avec un tout contextuel. Ce dernier est ce qu'on appelle une situation. Donc ce que l'on voit ici, c'est que tout d'abord, c'est qu'une situation, c'est un morceau du réel qui va se définir à la fois par le fait que nous en faisons l'expérience et à la fois parce que nous en portons un jugement dessus. Donc c'est à la fois parce qu'on le vit et à la fois parce qu'on en a conscience. En ce sens, c'est une construction mentale qui demande à la fois de former un jugement dessus et à la fois de l'expériencer, donc de le vivre dans ce sens-là. Donc dans le sens où tous les moments où j'ai vécu quelque chose mais sans y porter un jugement ne forment pas une situation. Je me suis brossé les dents des centaines, milliers de fois sans y penser, ça ne forme pas une situation. De même, j'ai parfois lu de nombreuses informations dans des journaux sans que ça me concerne directement, sans vivre d'expérience, donc ça ne forme pas non plus une situation. Donc en ce sens-là, la situation, c'est un construit mental humain qui est plus restreint que l'ensemble de la réalité. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, lorsqu'on suit la logique de Dewey, si on veut que la formation d'un jugement dans un individu se crée, il va se créer, selon lui, à partir du moment où on a un sentiment diffus d'inconfort, de gêne, de vivre quelque chose qui nous met mal à l'aise. Et donc ce trouble, cet inconfort, c'est encore quelque chose d'indéterminé, mais c'est là que la conscience va se déclencher et qu'on va se mettre à réfléchir, ok, qu'est-ce qui nous pose problème ici? Qu'est-ce qui me gêne? Qu'est-ce qui me dérange? Et ça, pour des problèmes le plus simples, le plus vagues, de savoir où sont mes clés, jusqu'à résoudre un problème scientifique, écrire une thèse ou un mémoire de Master 2. À chaque fois, quelle que soit la taille du problème, je commence par un sentiment indéterminé d'inconfort. Et à partir de là, ma conscience, qui est inquiète, parce que la philosophie pragmatiste est une philosophie inquiète, va se mettre à enquêter. Va se mettre à enquêter sur cette source de gêne, et à partir de là, on va essayer de déterminer quel est le problème, et à partir de ce problème, comment essayer de le résoudre. En disant cela, on pourrait voir ça d'un point de vue très logique, très fonctionnaliste. Mais là aussi, la pensée de Dewey s'inscrit aussi avec une inspiration très forte du darwinisme. Le darwinisme de son époque, tout expérimental qu'il est, ouvre un immense chantier intellectuel qui est celui de l'évolution et de l'équilibre des organismes dans leur environnement, avec l'idée que l'humain est un organisme lui aussi dans un environnement qui est bien sûr physique, mais aussi social, verbal, symbolique, etc. Et donc pour Dewey, très vite, il y a un jeu d'interaction et de transaction qui se fait entre l'organisme et l'environnement. Tous les deux sont évolutifs et tous les deux sont mouvants. Les uns s'adaptent aux autres et vice-versa. Et la conscience, c'est un de ces outils qui permet ce constant rééquilibre, cette constante réadaptation à l'environnement. D'accord ? Il y a la conscience, il y a le corps, il y a tout un ensemble d'éléments qui permettent cette réadaptation sans cesse. Un peu comme quand vous êtes sur deux jambes et que vous êtes en déséquilibre, hop, le corps se réadapte à la situation et la conscience fait de même. La conscience est donc un outil qui permet de résoudre des problèmes. Donc là, on voit bien qu'il y a un héritage nietzschéen et darwinien, mais chez Dewey, ça donne en sorte que la conscience va être sans cesse à la recherche d'un rééquilibrage de la situation au moyen d'un processus. Certains le connaissent, donc j'y vais rapidement par rapport à ça. On a une situation indéterminée. De cette situation indéterminée, on essaie de construire un problème qui explique la source de notre inconfort. À partir de ce problème déterminé, on va essayer de formuler un certain nombre d'hypothèses pour essayer de le résoudre. Parmi toutes ces hypothèses, donc si on a le temps, on peut en formuler beaucoup. Si on n'a pas le temps, on va directement à la plus rapide, ça s'appelle l'instinct. Et si on a plusieurs, on peut faire un choix, déterminer quels critères on va choisir, sélectionner ces hypothèses, en tester une. Si l'hypothèse testée fonctionne, le problème est résolu, tout va bien, je peux boire un café et attendre le prochain problème. Et sinon, par contre, s'il n'est pas résolu, je dois revenir en arrière, tester une autre hypothèse. Si toutes mes hypothèses sont fausses, je dois revenir ensuite à redéterminer comme il faut le problème, et ainsi de suite. Donc c'est un mouvement qui est dialectique et qui n'est pas forcément rectiligne par étapes. Et donc ce modèle de l'enquête a eu beaucoup de postérité dans d'autres domaines en sciences sociales, mais pour l'instant, ce qui nous intéresse ici, c'est de voir que
La conscience, je reviens à mon propos, la conscience, c'est ce que l'individu projette autour de lui en traquant les sources de ses troubles et de ses inconforts, et que c'est par là qu'elle construit les situations, et par définition, ces situations sont problématiques. Donc voilà, notre conscience se projette dans le monde à partir de ce que nous considérons comme étant problématique, et la détermination des situations qu'elle va opérer va dépendre donc de cette position au sein de notre environnement. Où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui cause mon inconfort? Et lorsqu'on dit cela, on comprend bien que la connaissance que l'on va avoir de notre environnement, de notre réalité, est une connaissance qui est située. D'accord? Ça dépend de là où je suis. Premier problème dans ce cas-là. Est-ce que cette connaissance située est nécessairement une connaissance solitaire? Est-ce que je peux partager ce que je vis autour de moi? Alors là, il y a un problème. Il y a un problème, et pour certaines situations problématiques, je serais prêt à dire que oui, effectivement, je peux avoir une connaissance solitaire, voire solipsiste de la situation. Si je fais du vélo sur le campus et que je déraille, situation problématique, technique, ça ne concerne personne d'autre, on peut dire que c'est une situation que je vis seul. Par contre, une autre de mes hypothèses, la deuxième, c'est de penser que lorsqu'il s'agit des situations éthiques, ce sont nécessairement des situations qui sont sociales. Dans le sens où l'objet de l'éthique ne peut pas rester à l'intérieur de l'individu, ce n'est pas une réalité isolée, dans une perspective individuelle et unique. Se dire quelles sont les situations éthiques problématiques sont presque toujours partagées par plusieurs personnes. Bonjour, bienvenue. Il reste des places, une place là, et puis une place ici. Donc ces situations éthiques, pour moi, elles sont toujours vécues par plusieurs personnes, parce que, là aussi, je suis la perspective de Goffman, un sociologue de l'école de Chicago, pour qui la participation d'autrui à la situation est indispensable pour la déterminer, c'est-à-dire qu'il y a nécessairement la coprésence de plusieurs acteurs au sein d'une situation. Donc pour que la situation éthique émerge, on a besoin de la présence d'autrui. Même si Goffman précise que cette présence d'autrui peut ne pas être physique sur le moment même, elle va quand même être là, elle va être médiée par notre imagination. Si je vole quelque chose dans un magasin, je vais forcément quand même réfléchir à cette situation en me disant si quelqu'un me regardait, si quelqu'un était là, que penserait un tel de, etc. Donc, même médié par la conscience, autrui va être présent. Ça nous donne déjà plusieurs éléments sur la situation. On peut donner comme idée qu'une situation... Je fais ça sous forme de boîte. Sans perspective en plus. Une situation, ça va donc forcément être dans un espace, dans un temps, et en présence, au moins d'un acteur, on en a besoin, un acteur qui vit une situation inconfortable, et en présence d'autres acteurs. Ces autres acteurs peuvent être spectateurs, peuvent être participants, mais ça va être en fonction de leur relation à eux. Donc, on va l'évaluer donc en fonction de l'altérité de l'ensemble social que composent ces personnes. C'est donc une réalité qui va être sociale. Et si je fais cette hypothèse-là, c'est pour vraiment éviter le risque d'un subjectivisme et d'un objectivisme. Dans le sens, si je pouvais construire une situation problématique seulement seule, là, la situation éthique pourrait être seulement dans ma tête. Et là, on tombe dans un problème vraiment de savoir comment je ferais pour partager cette situation d'autres personnes. Qu'est-ce qui ferait que moi, individu, je la construis comme ça, mais pas autrement, ce serait compliqué. Et à l'inverse, l'objectivisme serait de dire, moi, je pourrais, en tant que personne extérieure, dire objectivement, là, il y a situation problématique ou pas. Ça aussi serait extrêmement embêtant parce qu'on pourrait se passer du point de vue des acteurs, un peu comme un médecin pourrait dire à une autre personne, vous êtes malade, vous avez telle maladie, sans demander l'avis de la personne. Ce serait extrêmement problématique d'un point de vue éthique, en tout cas. Techniquement, ce serait peut-être valable, mais sur le point de vue éthique, ça ne fonctionne pas. En tout cas, ici, il y a vraiment, à partir de ces deux premières hypothèses, l'idée de considérer vraiment tout ce que on peut avoir, tout ce qu'on peut construire en termes d'équilibre entre les éléments internes et externes à une situation. On peut prendre un exemple d'ailleurs de ça, ça va être par exemple les discours. Tous les échanges qui vont être partagés à l'oral entre les personnes d'une situation. Donc si je reprends le cas de Nour et de Karine, qu'est-ce qui va être échangé comme phrase entre les parents, entre Nour, entre l'élève, etc. Donc je vais faire ici, on va dire une petite bulle. Et
Et là, j'utilise le terme de discours qui, pour moi, va être un des éléments de la situation. Et dans ce cas-là, je m'intéresse à la fois à qu'est-ce qui va être objectivement partagé entre les acteurs, mais aussi à ce qui va être subjectivement compris par la personne, quelle va être la façon dont elle va interpréter le discours des autres, la façon dont elle va formuler tel mot, ce qu'elle va se dire dans sa tête, ce qu'elle ne va pas dire. Ça va être aussi des informations intéressantes pour analyser la situation, de la même façon que pour un discours, objectivement, on va s'intéresser au choix du mot, au ton, à l'intonation, etc. Disant cela, j'ai bien conscience que là, un des problèmes tout de suite qui s'opère, c'est comment on s'assure que les acteurs partagent la même situation. Comment est-ce qu'on s'assure qu'il y ait bien une interaction entre les acteurs? Pour Goffman, ici, il n'y a rien de facile. Chacun doit faire l'effort de chercher à interpréter les conduites des uns et des autres en fonction des impressions que l'on se fait d'autrui et à partir des expressions de ces derniers. D'accord ? Il rappelle dans la mise en scène de la vie quotidienne, il prend souvent l'exemple de la métaphore du théâtre. On est comme sur une pièce de théâtre avec plusieurs acteurs qui sont ensemble, sauf que le texte n'est pas écrit à l'avance et sans cesse le jeu de l'acteur doit se rééquilibrer en fonction des autres acteurs en présence. Comme moi, j'adapte dans cette situation mon discours à vous pour pouvoir essayer d'être le mieux compris possible. Nous faisons tout ça dans la vie de tous les jours grâce à nos habitudes sociales. Est-ce que ça va pour l'instant ? Je vais rapidement sur un deuxième problème parce que je préfère qu'on en parle ensuite avec vos questions. Mais l'idée aussi d'éviter d'avoir un point de vue objectivisme aussi, ce serait parfois de dire qu'en dehors de chaque acteur, on pourrait trouver une solution à chaque situation. Ce faisant, on ne prendrait pas en considération les rapports de pouvoir qu'il y aurait entre les acteurs. Chaque acteur, de par son genre, de par sa classe sociale, de par son identité sexuelle, de par sa race, l'ensemble des biais de l'intersection, on va agir différemment et bien sûr la parole d'une personne minorisée va avoir moins de poids qu'une autre. C'est pour ça que dans la situation, j'essaye de les penser avec un sol, quelque part, ce serait un peu comme s'il y avait des murs et comme c'est les rapports de pouvoir, on va dire, pour faire simple, rapports de pouvoir entre les acteurs. Ça aussi, c'est des éléments à considérer. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit ? Si je résume, j'ai indiqué pour l'instant que les situations, ce sont des enclosures que nous formons à partir de la réalité, c'est-à-dire que ce sont des construits mentaux qui émergent de la conscience des individus qui les vivent et qui sont dirigés vers leur environnement. On peut également qualifier ces situations de problématiques, car il s'agit de résoudre un problème qui vient mettre en difficulté nos habitudes et nos routines. Enfin, parmi la grande variété des problèmes que les hommes et les femmes peuvent vivre, techniques, éthiques, esthétiques, politiques, sentimentaux, etc., certains de ces problèmes peuvent être qualifiés d'éthiques, car ils viennent confronter les valeurs des acteurs de la situation. Ça aussi, je vais y revenir. Une fois qu'on a dit ça, il faut ensuite se demander, ok, entre le quotidien et l'événement, où est-ce que je situe un peu la limite de, est-ce que je vis 1000 situations éthiques par jour, ou au contraire, est-ce que j'en vis une tous les 12 mois ? Combien de situations éthiques problématiques un enseignant vit dans une journée d'école ou durant toute sa carrière ? Là, ici, pour définir cela, il y a deux risques. Le premier, c'est de dire on en vit vraiment plein tout le temps, mais dans ce cas-là, la situation devient une notion inutilisable parce qu'il y aurait 1000 préoccupations et donc ça serait vraiment dilué dans le schéma temporel. Et à l'inverse, si on dit qu'on en vit qu'une seule de façon tous les 4 ans, là aussi ça donnerait des événements tellement rares et tellement marquants que leur particularité nous empêcherait de pouvoir chercher n'importe quelle régularité, invariant, pour penser et travailler ces situations et surtout empêcher qu'elles se répètent. Donc c'est pour ça qu'une deuxième tâche que je me suis trouvé, ça a été de borner les situations éthiques dans un juste milieu entre le continuum temporel existentiel des humains, qui va du quotidien à l'événementiel. Et là aussi, j'ai pu de nouveau m'appuyer sur John Dewey, lorsqu'il nous dit la phrase suivante. Le monde, au sens commun,
inclut évidemment des objets perçus, mais on doit comprendre ceci dans le seul contexte d'un environnement. Jusque-là, ça va. Un environnement est constitué par les interactions entre des choses et une créature vivante. Ici, ce sera nous, la créature vivante. Il forme fondamentalement la scène d'action effectuée et de conséquences éprouvées au sein d'un processus d'interaction. Cette dernière phrase qui m'intéresse plus particulièrement, parce qu'elle nous dit qu'une situation doit avoir deux composantes, deux éléments, à la fois l'action des acteurs et les conséquences de ces derniers sur les autres acteurs ou sur lui-même. Donc il y a l'action et la conséquence. Donc là, on reste dans une perspective interactionniste, au sens où il y a un entrecroisement complexe d'actions et de réactions des individus entre eux, à la recherche d'un perpétuel agencement, d'ajustement. Donc si un matin un collègue arrive à l'école en m'annonçant telle nouvelle, par exemple la visite d'un parent un après-midi, celle-ci va me faire réagir et va me faire modifier peut-être ma conduite, peut-être en rangeant mon bureau ou d'autres éléments de ma classe plutôt que d'habitude. On voit bien ici le pragmatisme de John Dewey, c'est aussi une philosophie de l'action qui observe les frottements entre les habitudes anciennes et les décisions nouvelles. C'est parce que je suis au courant qu'il y a une visite de parents que je vais changer mon habitude, qui était peut-être de ranger ma classe à la fin de la semaine, et là je vais le faire un peu plus tôt pour recevoir les parents. Et donc par cette perspective, c'est clair que nos conduites deviennent des constructions toujours mobiles, toujours évolutives, que nos habitudes sont données par les orientations que nous donnons avec des réactions nouvelles. On s'adapte sans cesse, constamment en fonction des environnements sociaux, physiques, culturels, etc. Donc cela dit, ce que nous permet de nous dire Dewey, c'est que ici, si une action ne perturbe pas ma conduite, n'a pas de réaction, on ne peut pas nécessairement construire une situation. Et à l'inverse, si un événement immense surgit et me laisse tellement démuni que je ne sais pas comment réagir, là aussi, le continuum action-réaction est brisé, et donc on peut difficilement parler de situation. Et donc entre ces deux extrêmes, on peut dire que les situations se créent lorsque les conduites des acteurs sont perturbées mutuellement par des actions nécessitant des réactions nouvelles, hors des habitudes qui ont été auparavant adoptées. Donc ça nous permet de dire que un autre des murs, on va dire, de cette situation, ça va être les habitudes de travail. Habitudes de travail, parce que là, on se situe dans un contexte professionnel. Et ce à quoi aussi il faut que j'ajoute, j'aurais pu le faire plus tard, l'idée qu'il y a des ressources. D'accord ? Si j'essaie de refaire un bureau, une table, on peut dire que chaque aussi... Au sein de la situation, au sein des situations, on va à chaque fois avoir également des ressources. Et donc pour nous, c'est à la fois des ressources physiques, d'accord, celles qui forment ces tables, ces chaises, ces bureaux, mais aussi des ressources épistémiques, au sens où un dictionnaire, Wikipédia, les ordinateurs sont des ressources qui produisent, diffusent, transmettent, partagent des connaissances, et ce sont aussi des ressources en ce sens-là. Ce qui nous emmène ensuite dans le champ des injustices épistémiques, mais je garde ça pour les questions ensuite. C'est intéressant quand même de noter ça, parce que les ressources en question, souvent elles nous apparaissent à partir du moment où nous sommes en situation. Là ici, par exemple, est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait un porte-manteau dans cette salle ? Pas forcément, parce que ce n'est pas un problème que vous aviez. Vous n'aviez pas de manteau humide parce qu'il pleuvait, vous n'aviez pas besoin de vous débarrasser de votre manteau, et donc votre conscience n'a pas fait apparaître l'objet en question porte-manteau comme une ressource. C'est resté neutre, etc. Donc c'est en situation que les ressources aussi vont apparaître aux yeux des acteurs, et c'est donc parmi l'ensemble des objets, l'ensemble des objets physiques et épistémiques, c'est seulement certains qui vont apparaître comme des ressources en fonction de la situation. Autre élément, pour parler des situations éthiques problématiques, les valeurs. Là, c'est un élément indispensable pour définir les situations éthiques problématiques par rapport à l'ensemble des situations problématiques, au sens où c'est parce que les valeurs des acteurs sont mises en difficulté dans la situation, parce que les acteurs ne savent pas quelle conduite adopter par au moins un des acteurs de la situation, qu'on va parler de situation éthique. Que faire ici et maintenant ? Dans les deux situations que je vous ai proposées, la question c'était que faire ? Que faire ? Et on hésite à savoir que faire. Est-ce qu'on va noter Nour comme les autres par souci d'égalité ?
Ou au contraire, on va prendre en compte sa difficulté, sa situation, sa particularité, et plutôt la juger à partir de l'équité, conflit de valeurs. C'est là, on hésite, on ne sait pas quoi faire, et on se met à réfléchir. Donc cette hésitation, c'est vraiment une conséquence d'une première action. C'est parce qu'une action a été déclenchée qu'une des réactions, on veut réagir, on ne sait pas comment, parce que nos valeurs sont confrontées. Nos conduites habituelles ne sont pas adéquates, ou pas concordantes avec nos valeurs, et on a besoin ici de travailler là-dessus. Parce qu'on a plusieurs possibilités d'agir, vous vous rappelez la logique de l'enquête, parce qu'il y a plusieurs hypothèses qui peuvent être formées, chacune va être choisie, les critères qui vont permettre de choisir ces actions vont être les valeurs, ce sont des préférences, et des critères de préférence qui permettent de hiérarchiser les hypothèses, et c'est parce qu'il faut bien les choisir, qu'on ne sait pas comment le faire, qu'on est dans une situation problématique. Je ne vais pas réfléchir, je ne vais pas me prononcer, je ne me prononce pas sur quelles sont ces valeurs morales. Est-ce qu'il faut les définir avec précision ? S'apprennent-ils ou sont-ils innés à l'esprit humain ? Sont-ils culturellement distribués ou bien universels ? Combien en existe-t-il ? J'ai vu des travaux de psychologie qui nous soutenaient qu'il y avait 12 valeurs universelles, toutes les cultures, tous les temps. Ça avait l'air intéressant. D'autres qui disent non, au contraire, il y a de nouvelles valeurs qui apparaissent tous les 2 décennies. Bon, c'est aussi intéressant. En tout cas, je ne me prononce pas là-dessus parce que ces questions ont nourri bien des pages au fil de l'histoire de la philosophie morale et que ce n'est pas mon sujet. Ce qui me suffit pour moi, c'est de postuler que ces valeurs sont des principes éthiques qui nous permettent de faire des choix d'action. Que ces valeurs sont multiples, diversement réparties entre les acteurs, plus ou moins claires et plus ou moins importantes aux yeux des uns et des autres. Et ce sont donc des éléments qui font partie de ma situation. Je vais le mettre comme ça. Donc chaque individu aura des valeurs. Combien de temps il me reste, Maxime 20 minutes 20 minutes, c'est parfait. Autre élément des situations, nous avons aussi des attentes. Alors là, je ne sais pas pourquoi, quelqu'un un jour m'a conseillé de faire une petite valise. Parce que les attentes, c'est un peu ce qu'on porte avec nous au quotidien. Je trouve l'image belle. Donc, je mets une petite valise ici. Attente, ça aussi c'est un élément important de mes situations parce que nous avons tous des espoirs, des enjeux qui sont propres à ce que nous désirons faire en situation. C'est-à-dire que lorsque nous agissons, même si c'est plus ou moins clair à notre esprit, ça peut être aussi plus ou moins partagé et communiqué aux autres acteurs, nous avons des attentes, ce sont des projections, des horizons d'attente. Et là on peut rejoindre par certains côtés la phénoménologie, qui nous pousse à agir et à anticiper l'achèvement de nos actions. Par exemple, si en tant qu'enseignant, je me dirige vers un groupe d'élèves se chamaillant dans une cour de récréation, je m'engage dans la situation avec une attente relativement claire pour moi et les élèves, comprendre, résoudre le conflit et au besoin sanctionner les fautifs pour établir un climat apaisé entre les occupants de la cour de récréation. Ici, mes actions sont dirigées en partie par cette attente et si la situation devient éthiquement problématique, ça vient contrarier celle-ci, alors ça me mettra en difficulté. Donc ici, l'idée, c'est vraiment de dire qu'il y a une tendance des humains à s'engager dans les situations à partir de leurs attentes et que cela établit une continuité dans ma conduite au sein des situations. Ça participe avec mes émotions, mes valeurs, à la construction de ma personnalité. Donc ça fait partie aussi des éléments internes de l'acteur. Je vais rajouter aussi, ça aussi on pourra en parler si vous voulez, que aussi parmi les éléments à considérer, on aura les émotions. Émotions exprimées ou inexprimées, partagées ou non partagées, à des acteurs entre eux. J'aurais dû le faire en bleu, mais bon. Du coup, on commence à voir les 4, pour moi, ce qui forme les 4 éléments internes à l'individu pour comprendre la façon dont peut sa conduite au sein d'une situation. Donc, on va voir les habitudes de travail, les attentes, les émotions, les valeurs et les discours. Mais réfléchissons maintenant, comment est-ce que les acteurs entrent en situation éthique ? On a besoin ici, à mon sens, d'une perspective intersubjective pour comprendre cette entrée dans les situations éthiques, avec essayer d'avoir un équilibre entre une sensibilité éthique qui serait trop introvertie, où tout serait dramatique, et une sensibilité au contraire trop conformiste, où tout serait indifférent à l'acteur. Et ça, c'est une difficulté un peu majeure pour bon projet. J'ai cherché des ressources par rapport à ça. J'ai cherché d'abord du côté de Debord avec son approche situationnelle
Et pour lui, les humains vivent dans de nombreuses situations, mais certains restent spectateurs de ces dernières. Alors que d'autres, ce qu'il appelle les viveurs, sont ceux et celles qui s'investissent intensément dans ces situations, car insatisfaits du spectacle qu'il leur est proposé, ils cherchent à les transformer. Là, la division entre deux types d'acteurs, les viveurs et les spectateurs, on voit qu'il y a une difficulté d'étendre le concept de situation à des moments où une majorité des acteurs restent passifs, indifférents aux problématiques vécues par d'autres. Est-ce un risque de la société du spectacle que décrit Debord ou une limite de sa propre théorie situationniste ? Je ne peux pas répondre pour l'instant à ce stade. Par contre, si on voit bien que l'articulation que Debord fait entre désir, action, désir d'amélioration des situations, c'est intéressant. En revanche, si un acteur est seul à ressentir un inconfort éthique, mais qu'il ne le partage pas à personne d'autre et qu'aucun d'autre des autres acteurs n'est au courant, pour moi, c'est compliqué de dire qu'on est dans une situation éthique. Parce que l'acteur est extrêmement isolé, seul dans son intériorité quelque part, et pour moi, c'est relativement embêtant. Et c'est le même problème que j'ai rencontré lorsque j'ai cherché ce concept dans les travaux de Sartre, par exemple, où la conception de la situation, elle apparaît également. Donc d'abord dans son esquisse d'une théorie des émotions en 1938, et puis dans L'être et le néant de 1943. Et pour lui, il construit vraiment une approche de la situation qui est très existentialiste et très antinaturaliste. Pour vous en donner un extrait, Sartre nous écrit « Ma position au milieu du monde », donc pour lui la situation c'est « Ma position au milieu du monde, définie par le rapport d'ustensilité et d'adversité des réalités qui m'entoure à ma propre facticité, c'est-à-dire la découverte des dangers que je cours dans le monde, des obstacles que je puis y rencontrer, des aides qui peuvent m'être offertes. » Là, on voit qu'il y a une insistance de la première personne, des occurrences de la première personne, qui nous fait comprendre qu'on est dans une conception très existentialiste et très subjectiviste, et qui nous donne peu d'indications sur la façon dont les acteurs entre eux partagent ou se renseignent sur ce que vivent les autres acteurs. Ce qui est pourtant central, parce que dans la plupart des situations, la difficulté vient de savoir comment est-ce qu'on fait pour se mettre en rapport, comment est-ce qu'on fait pour communiquer son inconfort aux autres acteurs, avant même de chercher à résoudre la situation. Donc là, pour moi, il y a ici un risque un peu de dramatisation de la notion de situation qui met presque un peu la barre trop haute pour les acteurs. Au quotidien, ces derniers risquent de devoir faire des efforts démesurés d'empathie ou de sensibilité afin de saisir la complexité de la situation que les uns et les autres vivent. C'est intéressant, mais au quotidien, nos enseignants, les personnes qui sont nous, ce que nous vivons, nous n'avons pas le temps de faire ça. Nous avons besoin d'avoir un équilibre plus net entre les éléments internes de ce que vit l'acteur et puis ce que la situation objectivement nous propose. C'est pour ça que je préfère ici la perspective pragmatiste, parce que, je donne un exemple comme ça rapide, Richard Rorty, qui est un des pragmatistes et néo-pragmatistes, à un moment a écrit un tout petit article très court sur l'éducation, pour répondre un peu à la question suivante, qu'est-ce que l'éducation ? Et pour lui, l'éducation, c'était un double processus d'apprentissage de l'individualisation et de la socialisation. À la fois, l'éducation sert à socialiser l'enfant, donc à lui faire sentir à sa place dans une société, on veut lui apprendre les codes, le langage, tout ce qu'il faut pour que l'enfant se sente intégré à la société, mais en même temps, il faut que l'enseignant ou le parent, n'importe qui, l'apprenne, lui fasse développer la dynamique d'individualisation, donc que l'enfant découvre peu à peu ses choix, ses préférences, bref, sa personnalité, qui devienne une personne. Et donc l'éducation, pour lui, c'est un ensemble de ces deux dynamiques qui paraissent contradictoires, mais qui doivent être tenues ensemble pour pouvoir former un individu qui à la fois est capable d'agir en société et qui à la fois sait quels sont ses propres goûts, ses propres choix, ses propres préférences. Et lorsqu'on a dit ça, on voit bien qu'il y a un équilibre entre des éléments internes et externes. À la fois, l'enfant doit apprendre quelles sont ses valeurs, ses attentes, ses émotions, ses discours, mais en même temps, il doit apprendre à maîtriser, quelles sont les habitudes de travail de la situation. Je rajouterais aussi... je devrais le mettre dans une autre couleur, sinon ça devient incompréhensible. D'accord ? Ça, on dit que c'est vert. Il va falloir aussi apprendre quels sont les rôles professionnels ou sociaux, dans le sens où une situation, nous n'allons pas tous agir de la même façon dans une situation en fonction de nos rôles, de nos responsabilités au sein de la société. Donc une directrice d'école, un enseignant, un parent ne vont pas agir de la même façon en situation parce qu'ils n'ont pas le même rôle attribué socialement. Des études de travail, on en a déjà parlé.
Je vais rajouter un autre mur qui va être celle des lois, dans le sens où là, nous allons agir en situation en fonction des normes juridiques, législatives qui nous permettent de faire en sorte qu'on ne va pas faire n'importe quoi au sein d'une situation parce qu'on a un souci du respect de la légalité qui est parfois problématique, et parfois difficile, mais qui forme une partie des normes qui sont communes et qui nous permettent d'avoir une notion de bien commun ensemble. Et un autre élément encore, c'est les idéaux. Les idéaux ou les récits, donc un autre mur que je pourrais faire ici. Idéaux ou récits, là aussi je n'ai pas encore tranché. Dans le sens où là, c'est vraiment l'idée de se dire que nous sommes mus bien sûr par des attentes, mais ces attentes sont aussi construites socialement par les idéaux, les récits que nous faisons. Peut-être que nous allons agir en tant qu'enseignants parce que nous partageons l'idéal comme quoi il faut détruire le capitalisme, par exemple. Ou alors il faut construire un paradis sur Terre, ou alors il faut arriver à faire la grande bifurcation écologique. Bref, l'ensemble des grands récits qui sont présents dans notre société, qui sont inconstruits social, historique, politique, etc. Et parfois, ces idéaux vont arbitrer dans nos choix de délibération, vont nous faire comprendre différemment des narratifs et faire en sorte qu'on va pouvoir motiver, expliquer ou justifier différemment nos actions et nos réactions. Donc là, ces récits servent ainsi un peu de carrefour symbolique pour faire circuler dans leur imaginaire, dans l'imaginaire de la personne, des valeurs, des émotions. Donc toutes les normes, tous les éléments intérieurs de la situation vont être, irrigués par ces récits et par ces idéaux. Et ça va nous faire agir différemment. Donc, ainsi, si on essaie de penser les choses ainsi, on dirait qu'il y a, dans une situation, pour résumer, il y aura des éléments qu'on va dire structurels, temps, espace, ressources, par exemple. Et donc là, la question pour analyser la situation, c'est comment savoir qui perçoit quoi, comment savoir ce qui est visible à tel acteur, est-ce que les acteurs ont conscience de partager un même espace, une même temporalité, est-ce que la ressource est visible par tous les acteurs. Il me semble qu'il m'en manque une. Et oui, les ressources physiques. Ouais. Ensuite, il y a les éléments qui sont internes, donc valeurs, émotions, attentes et discours. Là, c'est la question de savoir c'est comment s'assurer de la pertinence de nos postulats sur leur présence ou non. Comment je fais pour savoir si telle maman d'élève est en colère ou au contraire est contente. Comment je fais pour m'assurer que tel discours a bien été compris de telle façon par tel acteur. Comment je fais pour m'assurer que tel enseignant fait ses choix par la valeur d'égalité, non pas d'équité. Donc ça, c'est aussi tout un travail d'analyse à faire. Et enfin, pour les éléments externes, donc les rapports de force, les lois, les rôles professionnels, les idéaux, les récits, les habitudes de travail. Là aussi, comment connaître pour chaque acteur le degré d'intériorisation des normes présentes. Est-ce que telle situation, est-ce que tel acteur est au courant de telle loi qui pourrait être appliquée ici? Est-ce que tel acteur est au courant de telle habitude de travail de tel autre, etc. Des implications, des responsabilités de tel rôle professionnel. C'est aussi parfois un ensemble de questions à se poser. Donc ici, la notion de situation éthique problématique, elle n'est pas magique, effectivement, mais elle permet, si vous voulez, d'apporter un schéma global qui permet d'analyser une situation. Je pourrais maintenant, je ne vais pas le faire, mais je pourrais maintenant reprendre l'ensemble de ces éléments, vous reproposer la situation de départ avec le cas de cet élève à qui on impose un régime pour la guérir de l'autisme. Et on pourrait analyser l'ensemble de la situation en disant ok, bah, qu'est-ce qui se passe, dans quel espace-temps on est, c'est quoi les habitudes de travail des acteurs, c'est quoi les valeurs qui guident les choix de ses parents, est-ce qu'ils lui veulent du mal à cet enfant, au contraire ils lui veulent du bien, ça on ne sait pas. Quelles sont leurs attentes, est-ce qu'ils veulent vraiment guérir leur fille de l'autisme, c'est quoi l'attente de l'enseignant, est-ce que l'enseignant veut le bien-être de l'élève, ou au contraire juste ne pas avoir de problème. Quels sont les récits des acteurs en question? Quelles sont les paroles qui ont été échangées? Qu'est-ce que la loi nous dit? Est-ce que la loi nous dit de protéger l'intégrité physique et morale des élèves? Est-ce qu'elle est connue par l'enseignant ici ou pas? Est-ce que c'est son rôle de s'inquiéter aussi de l'alimentation de cet enfant? Elle n'est pas nutritionniste, elle n'est pas diététicienne. Quelles sont les ressources qu'elle possède? Ce livre qui permet, soi-disant,
qui indique une méthode pour guérir l'autisme. Qu'est-ce qu'elle vaut, cette ressource épistémique? On peut aussi se demander. Et enfin, bien sûr, quels sont les rapports de pouvoir, ici, entre l'enseignante, la direction, les élèves, etc. Donc voilà un peu le projet. Et l'idée, c'est d'arriver le plus possible à pouvoir construire ça théoriquement, à partir, donc on l'a vu, de Dewey, Goffman, de l'interactionnisme et du pragmatisme, plus en tout cas que avec Debord et Sartre, pour arriver à avoir une théorie la plus solide possible, pour ensuite pouvoir travailler ça pédagogiquement avec des futurs enseignants, pour leur dire, voilà, vous allez peut-être vivre telle situation, avant de savoir tout de suite quoi faire, quelle solution faire dans la situation, et on va prendre le temps d'analyser pour bien arriver à comprendre quel est le point de vue des uns et des autres, et pas y aller forcément avec une liste de grandes valeurs éternelles ou une liste de textes législatifs qu'il faudrait respecter à tout prix, mais avoir une attention particulière sur la situation. Et je vous remercie pour votre attention.